8h38. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Voilà, avec un peu de retard, vous l'aurez compris, amis auditeurs, notre invité est enfin arrivé. Ça arrive, les joies de la route, c'est pas toujours évident entre Rennes et Saint-Brieuc. Notre invité est Mathieu Maston, il est secrétaire général adjoint des Jeunes Républicains, il est également délégué régional des Jeunes Républicains Bretagne, et il est avec nous enfin. Voilà, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, désolé du retard. Voilà, la route, c'est pas toujours simple, les auditeurs l'entendent chaque matin dans les flash routes sur Bretagne 5 dans la matinale. Alors on va parler des Républicains, parti qui a un peu tangué quand même ces derniers temps avec les élections législatives qui n'ont pas été forcément à l'avantage des Républicains. Et là on a l'impression bien que LR se recompose, je sais pas si on peut dire ça, avec prochainement l'élection d'un nouveau président, d'une nouvelle présidente. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, effectivement, il y a eu un désastre à la présidentielle, il faut le dire. Il y a notamment une question de ligne, je pense, qui s'impose, et c'est de ça dont aujourd'hui nous parlons, notamment dans le cadre de la présidence. Sur les législatives, il y a quand même une nuance à faire, puisque honnêtement, s'en sortir avec 50-60 députés, alors qu'on était à 4% au présidentiel, je trouve que c'est plutôt honorable. La question, c'est est-ce qu'on est dans une énième recomposition où on parle de cette recomposition sans vraiment la faire, ce qu'on a malheureusement eu ces dernières années, puisqu'on avait parlé à chaque fois de la droite est de retour, etc., et ça n'a pas été suivi d'actes concrets. Est-ce que là, on va enfin pouvoir rentrer dans une forme de rupture avec ce qui a été fait précédemment, notamment une rupture avec Nicolas Sarkozy, avec ce qui a pu être fait durant ses mandats. Il faut tourner la page finalement. Ah mais tout à fait, il faut tourner la page, et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec Christian Jacob, même si il a fait du mieux qu'il a pu. C'est qu'il a refusé d'aller frontalement dans une rupture qui était nécessaire, parce que plus personne n'était satisfait par cette demi-mesure où on était ni du côté on va dire d'une droite plus populaire, ni du côté d'une droite plus libérale, plus urbaine, et comme on a refusé de trancher, ni l'un ni l'autre de ces pôles d'électeurs n'ont pu se retrouver dans notre message. Donc il faut à un moment qu'on soit capable d'avoir toujours un message bien sûr qui s'adresse à tous les Français, mais où sur la ligne on puisse trancher sur un certain nombre de sujets. Alors il y a aussi les députés Rassemblement National, ils sont 89 au Parlement aujourd'hui. On voit aussi des appels du pied du Rassemblement National vers des élus de droite ou des militants également. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à inquiéter ? Je pense aujourd'hui, et clairement là-dessus, il faut arrêter. C'est-à-dire que, et de la même manière, LFI est touché par ça aussi. C'est-à-dire que on peut avoir chacun des désaccords avec telle ou telle formation politique, avec En Marche, avec LFI, avec le RN, avec toutes les formations politiques, puisque à chaque fois il y a des points de désaccord. Mais il faut arrêter le côté panique à bord, où à chaque fois que l'un ou l'autre des partis est dans une position de force, on est dans une espèce de fantasme du bruit des bottes, etc. Et c'était d'ailleurs très drôle quand Jean-Luc Mélenchon était en montée, on entendait partout que chaque militant de la France insoumise était devenu un espèce de bolchevique de la révolution russe de février ou d'octobre 17, et que oh là là, ils allaient prendre le pouvoir dans le sang et les larmes. On entend la même chose quand le Front National parfois a de bons résultats. Je pense que là-dessus il faut arrêter. Ni les gens du Front National ni les gens de la France insoumise ne sont des barbares assoiffés de sang, et certes il y a des idées qui divergent. L'opposition politique, c'est là pour qu'il y ait des discussions, des débats, etc. Mais la question de régler les désaccords politiques par l'anathème et par la disqualification politique, il faut arrêter aujourd'hui, parce que en plus ça contribue à jeter de l'huile sur le feu. Quand les marcheurs vont sur des radios, vont sur des plateaux télé pour insulter près de 52% des Français, parce que si on cumule les 7% d'Éric Zemmour, les
3 de Marine Le Pen et le 21 de Jean-Luc Mélenchon, on arrive à 52% des Français qui ont fait un vote anti-système ou contestataire. Ce qui, dans ma bouche, n'est absolument pas péjoratif. Hein. Et je pense que, sincèrement, on ne peut pas continuer à dire « Non, mais tous ces gens-là, ce sont des extrémistes, des violents, etc. » Il faut pouvoir considérer chaque électeur comme un Français, et d'ailleurs, je pense que ça fait écho à notre devise nationale. La fraternité, c'est pas pour les chiens. Donc, soit on l'applique à tous les Français, soit ça devient un terme vide de sens, et dans ce cas-là, bah, très bien, il faut le retirer de la devise. Mais moi, j'estime qu'il faut avoir, vis-à-vis des électeurs, et vis-à-vis des gens qui ont des désaccords politiques, du respect. Un minimum de respect, et pas être tout le temps dans l'anathème et la disqualification permanente. Alors aujourd'hui, il y a des inquiétudes. Hein. Là encore, je reviens quelques secondes sur le vote extrême, par exemple en Italie. On a vu la Suède aussi. Aujourd'hui, on dit voilà, la France pourrait ne pas y échapper dans un contexte qui est compliqué. On voit avec la guerre en Ukraine. Est-ce que la droite traditionnelle, allais-je dire, LR en l'occurrence, peut être un frein à la montée, effectivement, de l'extrême droite, comme on peut le lire un peu dans les gazettes aujourd'hui? Mais ça dépend. Déjà, moi, je suis pas du tout à l'aise avec le fait qu'on mette toutes les situations sur le même plan avec des équivalences. Voilà, les contextes sont différents, les pays sont différents. Tout à fait. Et notamment, on a beaucoup entendu de commentateurs politiques qui disaient ce qui se passe en Italie, c'est la même chose que Orban en Hongrie ou le PiS en Pologne. Non. Les ressorts de la droite en Europe de l'Est sont très essentiellement basés sur la doctrine sociale de l'Église. Ce sont des partis qui ne sont pas du tout libéraux, qui sont étatistes plutôt, et qui se sont aussi développés sur la question de la souveraineté et de l'indépendance vis-à-vis de l'URSS, le bloc soviétique et de la Russie aujourd'hui. Quand vous êtes en Italie, ça n'a rien à voir. C'est une droite qui est très libérale, qui est européiste, alors que à l'Est, il y a plutôt une critique de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est des équivalences qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est comme comparer, si vous voulez, la gauche de François Hollande et la gauche d'Alexis Tsipras en Grèce. Je pense que tout le monde comprend que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, c'est déjà, il faut faire ces distinguos-là. Et ensuite, si la droite en France veut éviter, en fait, après, elle est déjà, en l'occurrence, elle s'est déjà fait siphonner. Parce que quand on est à 4%, il y a plus personne, en fait. Si on veut un jour retrouver, on va dire, notre grandeur d'antan, hein, aux grandes époques, grandes heures du gaullisme, il faut tout simplement savoir reparler à notre ancien électorat et aux Français dans leur globalité. Et ça, c'est possible que si, encore une fois, j'y reviens, on tranche la ligne sur certains sujets. Et pour moi, il y a deux sujets notamment sur lesquels il faut trancher. C'est celui de l'Europe, où, à mon sens, on l'a vu dans la construction européenne, le général de Gaulle s'est opposé à l'Union européenne telle qu'elle est actuellement. Alors ça s'appelait pas l'Union européenne, hein, bien sûr, mais il s'est opposé aux différents traités. D'ailleurs, les gaullistes qui participaient au gouvernement à l'époque avaient démissionné par refus de l'Europe qu'on a actuellement. Les gaullistes avaient voté contre Maastricht. Voilà, Charles Pasqua, Philippe Séguin, Pierre Messmer, même parce qu'on parle toujours de Schuman, donc Maurice Schuman, oui. Voilà, Maurice Schuman et Robert Schuman. On parle toujours de Robert Schuman. Robert Schuman, oui. Exactement. Et Maurice Schuman, qui était le plus européen des gaullistes, lui-même avait été entré en croisade à ce moment-là contre le traité de Maastricht, et il avait créé un mouvement souverainiste, alors qu'il était très pro-européen. Ça prouvait que quand on est gaulliste, on ne pouvait pas aller dans ce sens-là. Le général de Gaulle prônait l'Europe des nations. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot. On parle plutôt d'Europe fédérale. Oui, et puis de toute manière, il avait fait quelque chose de très précis. C'est pas un truc dans le vent, hein. Il y avait le plan Fouchet qui proposait une confédération européenne, donc une Europe des nations. Tout ça, c'est du concret, c'est pas juste des mots dans le vent. Factuellement, aujourd'hui, et c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui, moi, je soutiens Bruno Retailleau, c'est parce que Bruno Retailleau, a une cohérence idéologique. Il a voté non à Lisbonne. C'est l'un des seuls à droite à l'avoir fait, quand d'autres, notamment Éric Ciotti, ne l'a pas fait. Et ça, pour moi, c'est très problématique, puisque quand le peuple s'est exprimé par référendum, enfin, c'est pour moi le vote le plus sacré. C'est le peuple qui se prononce sur un sujet précis. On a dit, votre vote, on s'assoit dessus.
c'est tout bonnement scandaleux. Et aujourd'hui, si on avait un chef comme Bruno Retailleau qui, de ce point de vue-là, n'avait pas fait cette faute, déjà, pour moi, c'est un début de rupture. C'est un début de... Ça va dans le bon sens. Il y a eu une perte aussi, Mathieu Maston, de crédibilité dans la parole politique, ne serait-ce justement qu'avec ce traité de Lisbonne qui a été mal voté. En tout cas, c'est ce qui a été perçu par les Français lorsqu'on leur a dit finalement non, vous n'avez pas bien voté. Et puis une perte plus largement de la parole politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les Français, les Françaises qui s'éloignent de cette parole politique. Alors il va falloir les reconquérir, cette parole politique aussi. Mais tout à fait, mais il faut pas... vous savez, c'est la fameuse formule de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets. Quand j'entends, moi, des gens dans ma famille politique, mais ailleurs, qui déplorent le fait que les Français s'intéressent plus à la politique, qu'ils en ont marre, ou qui prennent un peu tous les hommes politiques pour des véreux... le tous pourri, hein, voilà, tous pourri. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? À gauche, ça a été, on va vous promettre l'Europe sociale, on va vous promettre... François Hollande qui disait « mon ennemi c'est la finance, mon adversaire c'est la finance ». Mais à la fin, ça a été une politique libérale, européenne, où l'Europe était le moteur de ce dérèglement capitaliste, et les électeurs de gauche ont été déçus. Et beaucoup aujourd'hui, anciens électeurs PS, sont au Front National. Et de la même manière, nous, nos électeurs, qui ont mis en tête aux européennes de 99 Charles Pasqua, pas Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les électeurs de droite en 99 avaient dit notre droite, c'est la droite gaulliste, c'est la droite souverainiste. C'était un retour aux valeurs finalement de cette droite gaulliste qu'on a dit un peu ferme. Tout à fait, mais la fermeté, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand il y a eu ce scrutin aux européennes où Sarkozy perd, on n'en a pas tiré de conséquences. On s'est dit on continue vers ça et bien entendu, Sarkozy avait promis un certain nombre de choses qu'il n'a pas faites. Chirac aussi, je pense, a beaucoup déçu. Là, il y a un candidat, Aurélien Pradier, qui se revendique chiracien. Qu'est-ce que c'est ? C'est de faire campagne en 95 sur la fracture sociale pour être élu avec les voix des classes populaires, et ensuite leur faire une politique de rigueur où clairement on leur a marché dessus. Ah bah après oui effectivement le votant il s'y est pas retrouvé et il a eu une certaine animosité, et quand derrière on rajoute par exemple le traité de Lisbonne où les gens se disent mais en fait voter à quoi ça sert si mon vote n'est pas respecté, ben forcément on arrive avec des taux d'abstention stratosphériques, avec des gens qui ne veulent plus voter ou qui ont effectivement ce sentiment du tous pourri. Donc tout simplement, si on ne veut pas dire au moins qu'on a fait des erreurs, voilà, reconnaître ses erreurs. Voilà, ceux qui ont voté pour Lisbonne, s'ils sont pas capables de reconnaître ces erreurs, si on n'est pas capable de reconnaître que le mandat de Nicolas Sarkozy, le mandat de Jacques Chirac sont des mandats qui posent problème du point de vue justement de cette question de l'exemplarité. Je vais me faire un peu provocateur. Jacques Chirac était à gauche finalement. Je ne sais pas si Jacques Chirac était à gauche. Je pense que simplement, comme souvent, on promet une politique de droite populaire, voilà, et puis une fois aux affaires, c'est au mieux du centre droit, voilà, et au pire, effectivement, il y a parfois des effets de manche qui, sont pas du tout ce qui avait été prévu. Et de la même manière que Jacques Chirac, encore une fois, avait promis de résoudre cette fracture sociale. Il faut que la droite LR se reconnecte au peuple. Ah oui, tout à fait. Et ça passera par des actes forts, et notamment par le fait, je pense, d'arrêter l'obsession du tableau Excel. Voilà, c'est tous ces petits politiques. Alors beaucoup maintenant sont à la République en marche. On a Éric Woerth qui est parti à la République en marche. Moi, je m'en félicite, puisque Éric Woerth, c'était la politique du tableur Excel. C'est-à-dire, vous êtes dans la difficulté, cause toujours. Moi, il faut que je réduise la dette. Tout à fait, il faut réduire la dette. C'est un enjeu de souveraineté nationale. Si votre dette est trop lourde à un moment, vous êtes plus souverain, vous êtes dans la main de vos créanciers, de vos banquiers. Mais de l'autre côté,
la dette, ça peut pas être l'alpha et l'oméga et l'horizon indépassable d'une politique économique. Et qu'il faut aussi savoir prendre conscience, en fait. Il faut prendre conscience du fait qu'il y a des gens qui sont dans une difficulté sociale énorme et que on ne peut pas leur dire non, mais c'est pas grave, ça n'existe pas. Ou d'ailleurs, c'était très drôle. Je sais pas si vous avez vu ça, reportage de TF1, une dame qui explique qu'elle est à Nantes, qu'elle se sent en insécurité, enfin qu'elle vit l'insécurité au quotidien. Et au même moment dans le reportage, pendant que ces dames nous expliquent ça, elle se fait insulter par des gens en bas de chez elle qui n'ont pas l'air très bien intentionnés. Le journaliste, à la fin, conclut, de la fin de son échange avec cette dame en voix off, est-ce que cette dame, en fait, son sentiment reflète la réalité ? Mais quand on a ce niveau de déconnexion intergalactique, parce qu'en fait ce journaliste ne peut pas habiter sur la même planète que cette dame, c'est pas possible, ou alors il y a une dissonance cognitive. Forcément, l'électeur qui entend ça de la bouche de certains politiques, de certains journalistes, mais il devient fou. Il faut remettre aussi les journalistes en question, hein. On est bien d'accord, hein. Il ne s'agit pas de vilipender que les politiques. Il y a tout un système à repenser, à revoir. Mathieu Maston, on est aujourd'hui alors on parlait d'insécurité à l'instant, mais il y a aussi tout ce contexte social. Alors avec des réformes qui passeront peut-être en force. On pense à la réforme des retraites, la réforme aussi sur l'assurance chômage. Tout ça dans un contexte. Alors guerre en Ukraine, précarité, inflation. On a l'impression de dérouler finalement un mauvais film. Est-ce qu'il va falloir du courage aux politiques, alors là je dis bien la classe politique dans son ensemble, pour faire face à tous ces défis, à toutes ces contrariétés qui vont arriver et dont les Français les plus précaires sont aux premières loges? Il y a, je pense, différents sujets. La question du chômage et de l'assurance chômage. Le problème, c'est que on refuse de s'attaquer aux causes structurelles du chômage et qu'on préfère mettre un pansement sur des gens qui, entre guillemets, ont le cancer. Ce que je veux dire, c'est que le problème du chômage, c'est le manque d'emploi. Donc on ne résout pas le manque d'emploi avec de l'aide sociale. Non, la personne est toujours au chômage. Et c'est toujours une détresse sociale, parce que c'est beaucoup moins d'interaction avec les autres, avec la collectivité. C'est d'autant moins d'interaction pour se faire des amis, faire des rencontres. Donc le chômage est un problème social, mais aussi de sociabilité, fondamentalement, et qui participe à l'isolement. Et en fait, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et d'ailleurs, Fabien Roussel au Parti communiste lui-même le disait, et pour le coup, c'était très vrai, c'est que la solution, c'est de faire une vraie politique protectionniste, de faire revenir des emplois, d'avoir une réindustrialisation et de donner un emploi aux gens. Déjà, ils gagneront plus qu'avec le RSA. C'est d'autant d'argent qu'on mettra pas et qu'on pourra mettre autre part dans la santé, par exemple, dans l'hôpital qui est en tension aujourd'hui. Qui en a besoin, bien besoin. Tout à fait. Et encore une fois, là, on sera efficace. Et c'est pour ça que sur la question des allocations chômage, si on mettait les montants des allocations chômage à faire revenir les emplois en France, mais ça serait beaucoup plus productif. Ceci dit, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus aussi en France. Oui, mais quand on voit le différentiel, c'est une goutte d'eau dans la mer, hein, parce que vous avez à peu près 3 millions de chômeurs en France aujourd'hui. Les emplois non pourvus, c'est 300 000. Donc il vous en reste 2 700 000 à trouver. Donc c'est pas suffisant. Et le mythe vous avez qu'à traverser la rue pour trouver de l'emploi d'Emmanuel Macron, c'est de l'indécence à l'état pur. Sur la retraite, ça n'a rien à voir. Sur la retraite, à 62 ans, l'âge actuel, 25% des pauvres sont morts. Donc, et là-dessus, c'est une de mes différences avec beaucoup de gens au sein des Républicains, c'est que non, le relèvement de l'âge de départ à la retraite, fait passer à 65 ans, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en plus vous allez avoir des coûts cachés. C'est-à-dire, il y a l'argument de dire que de la décence humaine, voilà, de l'humanisme. La différence sociale aussi, finalement. Oui. Un maçon sera quand même plus usé physiquement que quelqu'un qui travaille dans un bureau derrière un micro de radio. Voilà, allez, on va aussi le dire. Et moi-même, je travaille en bureau, je suis pas concerné pour autant. Et moi, ça me touche parce que dans ma famille, ça a été le cas. Mon grand-père, vous parliez des maçons, était artisan peintre dans le bâtiment.
bon, il n'a pas profité de sa retraite. Voilà. Et factuellement, je pense à ça à chaque fois que j'en parle, c'est que, et je pense aussi par exemple aux fossoyeurs. J'avais été voir les fossoyeurs de Rennes parce que la mairie les avait de manière totalement indécente envoyés bouler, et on leur a supprimé entre guillemets leur travail, même si en fait ils sont recasés dans un autre service. Mais bon, ils ont quand même pas bien été traités. Et il m'expliquait qu'en fait, contrairement à ce que les gens pensaient, la pelleteuse qu'ils utilisent ne peut creuser que les tombes en bordure. Et que donc toutes les tombes dans les carrés, vous savez, qui sont au centre, sont encore creusées à la pelle et à la pioche. Mais que ça soit en été ou en hiver. Voilà, quand la terre est gelée. Les gens ne choisissent pas au moment où ils vont mourir. Exactement. Donc, dire à ce genre de personnes qui ont un travail très physique, écoutez, vous êtes un peu feignant, vous allez travailler un peu plus, ben moi je trouve que c'est de l'indécence. Voilà. Et qu'aujourd'hui, si on veut solutionner le problème de la retraite, il faut faire des réformes qui soient beaucoup plus ambitieuses et qui peut-être voient une réforme structurelle et pas, encore une fois, des petites réformettes conjoncturelles où en fait on fait ça sur le dos des plus précaires. Il nous reste une poignée de secondes. Voilà, désolé, mais le temps file. On essaie de compenser un petit peu ce petit retard de début d'interview. Et du coup, moi, je voulais, du coup, je n'aime pas. Je voulais vous poser quand même cette question sur cette précarité aujourd'hui que l'on voit. On est un peu au bord de l'explosion sociale, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait, surtout que, et pour revenir à la retraite, le fait d'aller vers des réformes qui sont comme ça très dures, c'est pas forcément positif. Parce que quelqu'un que vous allez faire travailler plus longtemps, il va potentiellement avoir plus de problèmes de santé. Donc derrière, c'est le système de santé qui va être sollicité pour rembourser les soins de la personne. Alors que s'il part en retraite plus tôt, il va potentiellement être dans une meilleure forme, donc ça sera autant moins de coûts pour la société. Donc c'est même au niveau économique, si vous voulez, ça peut être un contresens. Et que ce qu'on va gagner sur le report de l'âge de la retraite, on va le perdre sur la santé, par exemple. Et concrètement, la précarité aujourd'hui, elle explose parce qu'on est trop dans le pansement, dans la mesure conjoncturelle et pas assez dans la mesure structurelle. Revoir le système économique actuel qui est profondément inefficace d'abord et aussi très injuste. On va devoir s'arrêter là, Mathieu Maston. J'aurais voulu vous poser encore d'autres questions, mais voilà, l'heure c'est l'heure. On a entendu les tops, il est déjà 9h sur Bretagne 5. Je vous remercie d'être venu, même dans des conditions Merci à vous, un petit peu difficiles au niveau de la route, mais vous reviendrez, c'est promis, au micro de la matinale. Mathieu Maston, secrétaire général adjoint des Jeunes Républicains, délégué régional des Jeunes Républicains Bretagne. Merci et très belle journée. Merci à vous. Au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.